très bien formés au diagnostic des problèmes, ça on sait bien faire, on sait se réunir de longues heures autour d'une table pour décortiquer les problèmes des gens, et sans doute c'est nécessaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à qu'est-ce qui pose problème, si on en arrive là, et dans certaines situations parfois il y a des vrais problèmes, et ça c'est une chose, on sait assez bien faire, on sait assez bien prendre le temps pour faire ça. La question c'est qu'est-ce que ça voudrait dire de toute cette énergie-là que l'on met pour diagnostiquer les problèmes, qu'est-ce que ça voudrait dire justement de la mettre aussi, au moins autant, pour diagnostiquer les ressources. Parce que les ressources, par contre, on a toujours le sentiment qu'elles doivent tomber du ciel. Autant on passe des heures à essayer de trouver comment poser le problème ou quelles sont les difficultés, autant on prend quelques minutes au coin d'une table pour dire « Ah oui, mais en fait, c'est vrai, il sait aussi faire ça, ou il aime bien le sport, ou sa grand-mère fait ça. » La déduction qu'on peut faire de ça assez rapidement, c'est de dire qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre cette énergie à chercher méthodiquement des ressources chez les gens, se dire qu'on est un peu des chercheurs d'or, je sais pas, des ressourceurs, des gens qui parfois même sont là à continuer à voir les ressources, là où tout le monde ne voit plus que des problèmes. Je pense que c'est ça être professionnel, c'est de considérer encore, malgré tout, et parfois alors que plein de choses sont difficiles, l'autre comme source de valeur et d'aller chercher pour lui, avec lui, ce qui fait ressource. C'est pas un propos moral, parce qu'on pourrait dire, ah oui, évidemment il y a un aspect moral, considérer que les gens peuvent être bons, enfin ont des choses à nous apporter, ça c'est moral de dire ça, et c'est important de le dire. Mais c'est aussi un aspect pratique et pragmatique, parce que on a beau savoir, je dis souvent que le mur fait 15 mètres de haut, ça veut dire avoir notre diagnostic de problème, à moins qu'il en fasse 20 ou 25 ou 30, très bien, on a beau savoir ça, si on n'a aucune prise pour le grimper ce mur, on reste tous démunis, la personne concernée et l'accompagnant. Et donc du coup, l'enjeu c'est de retrouver des prises, et les prises, c'est pas tant le problème que le désir et ce qui anime les gens et leur donne envie de grimper ce mur et de se dépasser et de passer de l'autre côté du mur. J'ai l'impression que c'est la question fondamentale, en tout cas une des grandes questions. Moi j'appelle ça la culture de l'ouverture. C'est vrai qu'on est dans des univers relativement clos, relativement fermés sur eux-mêmes. On a créé des grands champs d'enfants à protéger, des grands champs de personnes âgées dépendantes, des grands champs de personnes en situation de handicap, en psychiatrie, etc. Et ces champs sont relativement fermés sur eux-mêmes. C'est un enjeu fondamental de se dire comment on remet de la permaculture, du lien, des passerelles entre ces mondes. C'est un enjeu aussi fondamental de se dire comment, d'une certaine manière, on le sait, l'institution parfois n'est pas à la hauteur de ses promesses, de ses ambitions. On n'y arrive pas seul. On a besoin d'ouvrir et moi je pense que le rôle principal de l'institution, c'est d'être faiseur de liens, c'est-à-dire de faire en sorte de générer des solidarités ou de régénérer des solidarités, donc de faire tiers, de faire médiateur, d'aller chercher, je sais pas, un enfant qui arrive en protection de l'enfance, c'est pas un enfant seul, c'est un monde, un enfant, c'est un monde, un univers, c'est les meilleurs copains, c'est un oncle qu'on n'a plus vu mais qu'on aime beaucoup, c'est un parrain, une marraine, c'est les parents des amis parfois, enfin, et tout ce monde-là, l'enjeu, c'est pas de se dire ce monde est dangereux, on va te protéger, c'est au contraire se dire comment on met tout ce monde qui compte pour l'enfant, qui fait sens pour lui, pour essayer de réfléchir à un plan d'action, si je parle de manière avec un jargon, mais dit plus simplement, comment on peut mettre en place des choses collectivement autour de cet enfant, à partir de ce qui est important pour l'enfant, à partir de ce qui est important pour la personne évidemment, voilà, ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et en faisant de cette manière-là, en aidant les aidants, en soutenant les aidants, en se posant en faiseur de liens, en structurant un réseau, un maillage, il faut, paraît-il, tout un village pour élever un enfant, on s'aperçoit qu'on est bien plus efficace que quand on essaye de tout gérer seulement au niveau de l'institution, parce qu'en un, on n'en a pas le temps, deux, on n'en a pas les moyens, et trois, une fois que l'enfant sort, il se retrouve seul, ou en tout cas confronté aux mêmes difficultés qu'avant, parce que justement, on ne l'a pas aidé à développer son maillage. C'est vrai pour la protection de l'enfance, c'est vrai quand une personne âgée dépendante arrive en EHPAD, c'est vrai quand une personne arrive en psychiatrie. En fait, on a besoin d'accueillir la personne et son monde. Nous, on est là juste pour l'aider à retrouver les moyens de structurer des solidarités autour de lui.
En tout cas, c'est vrai en protection de l'enfance, c'est vrai dans tous les champs de vulnérabilité. En fait, je crois qu'on a aujourd'hui, mais pour moi c'est un vrai problème de société, c'est-à-dire, si je le dis de manière très rapide et donc forcément caricaturale, on a créé un système beau d'une certaine manière, qui est un système de redistribution. C'est-à-dire, on s'est dit, on va collectiviser les risques et on va mettre de l'argent et créer des spécialistes qui vont pouvoir répondre à des fragilités. C'est comme ça qu'on a abouti à des champs très spécialisés, enfants, personnes âgées dépendantes, etc. Ça c'est très bien. Mais en fait, au fond, aujourd'hui, notre enjeu en termes de société, c'est qu'on ne peut pas juste dire « moi je paye mes impôts, occupez-vous des gens fragiles ». On a besoin de retrouver où sont les gens différents, où sont les gens étranges, où sont les gens fragiles dans l'espace public. Ils ne sont plus là. Et donc du coup, on a besoin de retrouver ces solidarités au niveau territorial, mais qui concernent des professionnels, mais aussi évidemment des bénévoles, des proches, enfin tout l'entourage, et ça marche dans tous les univers, et pas uniquement en protection de l'enfance. J'ai l'impression que le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre, de ne pas chercher à en prendre. Et en fait, très concrètement, on voit bien à quel point ça affaiblit tout le monde de ne pas prendre des risques. Parce que quand on parle de protection de l'enfance, éduquer, c'est pas uniquement protéger, c'est aussi faire ses expériences, etc. Si vous bloquez les enfants et que vous les enfermez dans un lieu qui ressemble plus du tout à un lieu vivant, eux-mêmes, ils deviennent tristes, en fait, ils ont l'impression qu'on les déplace comme des pions, etc. Donc en fait, eux-mêmes, cette tristesse, ça se transforme souvent en agressivité. Les professionnels, évidemment, ils se sentent impuissants, en fait, c'est-à-dire, ok, on protège, on ferme tout à double coup, à tour, pour que surtout il ne se passe rien au nom de la responsabilité, parce qu'on a peur qu'il se passe quelque chose et qu'on soit incriminé. Donc, d'une certaine manière, en fait, on ferme tout et ça fatigue les professionnels parce qu'ils ont l'impression qu'il ne se passe rien, qu'ils n'arrivent pas à accompagner les enfants, que les enfants se restent placés en protection d'enfance, je crois c'est 7 ans en moyenne, et donc on voit des burn-out, donc tout le monde se fatigue. En fait, on croit tous se protéger et on finit tous par s'épuiser dans le système. Donc retrouver de l'ouverture et de la prise de risque, c'est renouer avec le vivant et c'est d'une certaine manière retrouver de l'énergie, du sens, pour l'enfant, évidemment, parce qu'il se dit « Ah tiens, on ne met pas 2 mois avant qu'il se passe quelque chose. Si par exemple, il y a mon oncle qui peut éventuellement m'accueillir le week-end, ça va vite. Peut-être que rapidement, on prend des décisions, on élargit les droits. » Pour le professionnel, on voit que les situations évoluent rapidement et se dit « Ah mais en fait, c'est possible, mon métier sert à quelque chose. » Et donc, prendre des risques ensemble, c'est aussi, à mon avis, se redonner la possibilité de se sentir vivant et retrouver pour le professionnel aussi un sentiment d'efficacité. Le terme n'est pas très joli, mais je crois que voilà, quand on fait quelque chose, on a besoin de voir les conséquences de ce qu'on fait. Voilà. Et donc, vivre dans un monde où, au nom de la protection, on soustrait tous les risques, parce qu'on parle de responsabilité. Petite parenthèse, la responsabilité, à chaque fois, c'est quand même une grande nébuleuse. On ne sait pas très bien si on parle de responsabilité légale, puisque parfois on dit « Ah oui, mais on n'a pas le droit ». On ne sait pas à quoi ça fait référence, ou parfois c'est la responsabilité morale. Donc en fait, derrière cette grande nébuleuse de la responsabilité qui nous fait terriblement peur, on se protège, on croit protéger les enfants, mais finalement on devient triste, on se coupe de notre capacité à avoir du pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, on le sait, c'est prendre des risques en fait. Quand on fait quelque chose, c'est toujours un risque. Mais ne rien faire, c'est un risque encore plus grand, c'est s'épuiser, c'est devenir triste et finalement avoir le sentiment que tout ça ne sert à rien.